Bonjour à tous et bienvenue dans Mêlée à 5, votre émission 100% rugby ici sur EDJ TV. Et encore et toujours, on va parler du tournoi de destination avec une nouvelle tête sur la table. On l'a piqué du dernier carré. C'est Valentin Dupont qui endossera le rôle de Monsieur Statistique aujourd'hui. Et on les présente presque plus, vos autres chroniqueurs. Mathieu Agro, on change l'ordre. Vous allez commencer avec l'étoile montante cette semaine. C'est un Anglais. Vous verrez, donc juste après, vous verrez qui est ce joueur que Mathieu a décidé de vous présenter aujourd'hui. Ensuite, on fera un débat pour savoir si le 15 de France est favori face au Pays de Galles pour le match de ce week-end. Juste après, le souci du détail de Tom Ively sur Dan Biggar qui va sûrement jouer avec le Pays de Galles alors qu'il est commotionné. L'occasion pour nous de revenir sur les règles qui sont imposées par World Rugby dans ce domaine-là. Et pour terminer, le meilleur pour la fin, le VHS d'Anthony l'Ancien. On parlera de France-Pays de Galles qui est une histoire de fils d'eux. Voilà, on verra ça un petit peu en fin d'émission. Et donc pour commencer, l'étoile montante de Mathieu Agro. Pour cette troisième de l'étoile montante, Mathieu, un joueur un petit peu moins jeune que les précédents dans votre chronique, c'est Ellis Genge, le pilier de l'Angleterre. Et oui Gabriel, si je vous parle de pilier gauche dans le pack anglais, vous pensez sans doute de suite à Mako Vunipola qui est une référence à ce poste, 57 sélections avec les Anglais, ou encore à une autre référence, Joe Marler, l'excentrique joueur des Harlequins, 66 sélections pour lui. Mais derrière, la concurrence fait donc un petit peu son trou avec Ellis Genge, le joueur des Tigers de Leicester. Il est apparu pour la première fois sous le maillot anglais il y a déjà 4 ans, en 2016. Ellis Genge est donc né en 1995 à Bristol. Il est plus jeune que ses aînés qui lui ont quand même barré la route durant cette décennie 2010. Mais cette année, ça semble être vraiment la bonne pour lui. Il avait d'abord énormément apporté avec son impact lors de la dernière demi-heure face aux Bleus. Et il a encore une nouvelle fois récidivé à Murrayfield. Il a inscrit l'essai de la victoire face à l'Écosse. Entré à la 57e, il a fait parler sa puissance et son rôle d'impact player. Et donc, il a permis aux 15 de la Rose de battre l'Écosse sur un match qui était assez brouillon. Alors, il a 25 ans, c'est assez jeune pour un pilier d'éclore à cet âge-là. Mais ça fait tellement longtemps qu'on le voit qu'on s'était dit où est-ce qu'il était passé. Il a eu une carrière un petit peu difficile au début. Oui, on sait, Ellis Genge est un joueur qui a quand même été très précoce. Il a commencé toute sa carrière à seulement 18 ans. Il a évolué sous le maillot de Bristol, donc en deuxième division anglaise en 2013. Mais malheureusement pour ce local qui a commencé le rugby à l'adolescence au club bristolais de Old Redcliffians, ces 3 années à Bristol ne lui ont pas permis de énormément jouer, seulement 26 matchs entre 2013 et 2016. Alors le déclic pour lui, c'était l'année 2016 où il signe en première division à Leicester. Et là, il explose vraiment durant cette saison 2016-2017. Il est systématiquement titularisé par son entraîneur de l'époque, le néo-zélandais Aaron Mauger. Et depuis, Genge, il souffle le chaud et le moins chaud avec les Tigers. Il a été blessé en 2017 après une lourde blessure à l'épaule. Il a raté la moitié de la saison. Il ne s'est véritablement remis que durant la saison 2018-2019, ce qui lui a permis de figurer dans le groupe d'Eddie Jones pour la Coupe du Monde 2019 et de finir donc vice-champion du monde, même s'il n'a pas joué une seule minute. Ellis Genge sur le terrain, c'est donc vraiment la force brute, 108 kg pour 1m85. Il s'est fait véritablement un nom outre-Manche. On l'a vu donc mettre de véritables caramels durant ses plusieurs saisons avec les Tigers de Leicester, notamment un mémorable sur Owen Farrell. Et on peut le dire, donc Genge sous ses allures de brigand, c'est pas vraiment anodin puisque le rugby l'a sauvé. On peut le dire, il avait une adolescence un peu chamboulée. Il est issu d'un milieu très pauvre et il a vraiment sombré dans la violence. Et donc le rugby et Bristol l'ont sauvé. Voilà, vous nous présentez des parcours un petit peu spéciaux avec Boutier la semaine dernière qui était maçon. Et maintenant le rugby qui a permis donc de sauver Genge. Genge qui est un joueur vraiment, c'est un impact player comme l'a dit Mathieu, très clairement. C'est ça, avant son entrée en jeu face à l'Angleterre. Face à l'Écosse, l'Angleterre était malmenée avec 67% d'occupation du terrain et 60% de possession de balle jusqu'à l'heure de jeu. Mais il y a eu trop d'approximations techniques côté écossais avec 15 fautes de main, seulement 7 anglaises et 6 ballons perdus en touche. L'Angleterre allait mal avec la charnière Heinz-Ford qui a gagné seulement 40 mètres sur tout le match, qui est très très peu. Et l'entrée de Ellis Genge a été fatale pour les Écossais qui étaient beaucoup trop hésitants tout le long du match. Une entrée décisive. Il est à l'image de cette reconstruction de l'Angleterre, un petit peu comme toutes les nations. On veut se préparer pour 2003 et Genge, c'est vraiment
ce joueur qui fera la différence comme plein d'autres joueurs. Oui, on le sait, à l'Angleterre qui est en phase de reconstruction après les défaites face à l'Afrique du Sud en finale qui les ont beaucoup marqués. Donc maintenant c'est l'objectif 2023 en France. Genge, il est jeune. On sait que Marler, à l'âge de 29 ans, ça commence à faire beaucoup, surtout qu'il a une jeune famille derrière. Il a déjà pris sa retraite internationale avant de revenir pour la Coupe du Monde avec l'Angleterre. Donc Genge, c'est véritablement le futur à ce poste-là. Et Dan Coles, son coéquipier à Leicester et en équipe d'Angleterre, l'a décrit donc comme le futur de l'équipe d'Angleterre au poste de pilier gauche. Sans transition, Tom, on va passer avec votre souci du détail de la semaine. Le match entre la France et Pays de Galles pose plusieurs interrogations, notamment sur le cas de Dan Biggar qui a connu plusieurs commotions cérébrales, 3 sur les 5 derniers mois. Et cette question, l'équipe du Pays de Galles doit-il le mettre? C'est une question qui fait débat, en tout cas outre-Manche. En tout cas, ça nous donne l'occasion de revenir sur les règles qu'a instauré World Rugby sur cette histoire de commotion cérébrale. Oui, on parle beaucoup des commotions cérébrales récemment parce qu'on sait que le rugby c'est devenu un sport beaucoup plus rude et physique ces dernières années. Peut-être qu'on va le voir avec le VHS d'Anthony Lancien après. C'était pas le même jeu avant. Et du coup, les instances World Rugby ont essayé de vraiment serrer le vis sur cet aspect du jeu très sombre pour protéger la santé des joueurs. Donc, ils ont mis en place des règlements et des démarches bien précis. Effectivement, à partir du moment où il y a un coup à la tête ou un choc violent lors d'un match sur un joueur, ce joueur-là doit sortir. Il a 10 minutes pour passer tous les tests possibles avec un médecin qui est tout à fait neutre, qui n'appartient pas aux deux équipes sur le terrain. Donc, il a 10 minutes pour passer les tests. Si et seulement si il est apte à jouer et le médecin dit il est bon, il pourra re-rentrer sur le terrain. Je pense que c'est une bonne chose quand on voit les chocs récemment avec des impacts très très violents. Bien sûr, et puis malgré toutes ces précautions, c'est là le problème, le nombre de commotions n'a pas forcément baissé. C'est ça, le nombre de commotions cérébrales en 2013 était de 53 et il a presque doublé en 5 ans après, car en 2018, c'est ça. En 2018, il y a eu 97 commotions cérébrales et c'est un chiffre qui augmente d'année en année. Donc des démarches qui n'améliorent pas forcément le cas des commotions et le cas de Biggar notamment. Doit-on faire jouer un joueur qui a subi une commotion? Souvent les sélections dérogent à la règle. Oui, parce que le cas de l'ouvreur gallois fait beaucoup parler de lui et fait beaucoup polémique au Royaume-Uni cette semaine. Puisqu'on sait que les Gallois ont du mal à ce poste en ce moment même, parce que Gareth Anscombe est blessé. Owen Williams qui vient de se blesser aussi également. Donc vraiment, il y a plus grand monde au poste d'ouvreur et du coup, c'est tous les 3/4 Gallois qui vont souffrir. Donc on revient à poser la fameuse question, est-ce que la santé des joueurs doit passer avant la victoire? Donc on verra avec la composition d'équipe mise en place par Wayne Pivac pour la semaine à venir, mais c'est vraiment une question primordiale et très importante à poser en tout cas. Il y a des joueurs qui sont capables de dire stop quand ils subissent trop de commotion. C'est le cas de l'ancien coéquipier de Dan Biggar, Sam Warburton, capitaine du Pays de Galles et capitaine aussi des Lions britanniques. Ça, il a pris sa retraite à 29 ans en juillet 2018. Il s'était dit brisé par les blessures. Il avait même déclaré « Mon corps n'est plus capable de me rendre les conditions nécessaires pour retrouver mon meilleur niveau ou même m'entraîner convenablement ». Une question qui est posée souvent, ça sera à la fin de cette chronique, c'est le carton bleu. Expliquez-nous ce que c'est le carton bleu et pourquoi il pourrait être important d'être importé dans le niveau international. Le carton bleu, c'est peu connu en Europe, mais en France, on le connaît bien. Effectivement, en 2017, ça a été instauré en Fédéral 1 et aussi pour la première division de rugby féminin. Et ensuite, vu que c'était un grand succès dans ces deux compétitions-là, ils l'ont imposé en Pro D2 et en Top 14, donc les deux plus hauts championnats en France. Et on le voit, c'est un carton qui permet à l'arbitre de dire à un joueur qui a reçu un choc, non, c'est trop, sortez et passez les tests et on verra par la suite, parce que on ne prend plus aucun risque du côté du World Rugby et de LNR et FFR maintenant. C'est trop, la santé des joueurs, c'est le plus important. On l'a vu avec Alexandre Ruiz ce week-end, dans le match Racing Métro contre le Stade Toulousain. Il avait décidé de sortir Louis Dupichot après un choc avec Sébastien Bézi. Ça avait beaucoup fait parler, notamment avec l'histoire du médecin du Racing 92. C'est surtout la réaction du médecin du Racing 92 qui a fait parler, parce qu'il était visiblement mécontent que Louis Dupichot écope d'un carton bleu et pas Sébastien Bézi. Donc il faut quand même au bout d'un moment arrêter et privilégier la santé des joueurs et non pas l'importance du résultat. Il faut savoir faire passer le côté humain, c'est quand même une des bases de notre sport et de ce rugby-là. Voilà, France-Pays de Galles qui fait beaucoup parler sur cet aspect-là et qui fera beaucoup parler dans notre débat.
Aucune victoire des Bleus à Cardiff depuis 2010, c'est le dernier grand chelem du 15 de France. Et pourtant, beaucoup d'espoir sur ce déplacement au Pays de Galles. C'est ce que vous pensez en tout cas, Valentin, pour vous, les Français partent favoris, entre guillemets, bien évidemment. C'est ça, la France va récupérer 3 cadres avec Penaud, Chat et Vakatawa, ce qui c'est vraiment pas à négliger. Après, le Pays de Galles a aussi fait un mauvais début de 6 nations avec sa dernière défaite en Irlande 24-14, ce qui les met pas forcément en confiance. Après, le fait que le match soit à Cardiff peut peut-être faire basculer le match côté gallois, mais au vu du début de tournoi, je pense que la France part légèrement favorite. Il ne faut pas sous-estimer le champion pour vous, Anthony, qui a subi sa première défaite dans le tournoi face à l'Irlande 24-14 il y a une semaine, mais qui a énormément de qualité. En tout cas, je pense que sur les 10 dernières années, c'est aujourd'hui qu'il faut y croire plus que d'habitude. C'est vrai que les Bleus ont montré de belles choses depuis ce début de tournoi et que les Gallois, à contrario, n'ont pas été à la hauteur. Mais un déplacement à Cardiff est toujours périlleux à négocier. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à croire que les Bleus peuvent ramener un résultat de Cardiff. Mais en tout cas, ce sera très compliqué et il faudra sortir un très 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 gros match. Deux semaines, une grosse semaine de préparation, en tout cas un week-end sans match, ça favorise qui selon vous? Ceux qui reçoivent ou ceux qui se déplacent? Ouais, selon moi, il n'y a pas vraiment d'équipe qui est favorisée par ce décalage, mais pour moi en tout cas la France a tous les éléments de leur côté. Côté gallois, il y aura sans doute beaucoup d'absents, il y aura peut-être des bricoles dans le 15 de départ, on pense notamment à l'absence de Navidi. Du coup ça peut peut-être permettre à ces joueurs-là de se reposer, donc peut-être avantage à l'équipe qui reçoit d'avoir eu ce temps de repos pour pouvoir bien préparer le 15 de France. Vous croyez Oui, pas, sans Mathieu? doute, mais bon, selon moi la France a quand même vraiment, je pense pas que ça changera grand-chose dans le scénario de ce match. Elle a vraiment fait de bonnes prestations face à l'Angleterre et face à l'Italie, même si on pourrait dire que le match face à l'Italie n'était pas convaincant. Il faut quand même rappeler que l'Italie, souvent, leur meilleur match qu'ils livrent durant les éditions du tournoi Destination, c'est face à la France. Pour eux, c'est vraiment le match phare. Donc on peut pas vraiment dire grand-chose là-dessus. Face au Pays de Galles, ce qui est sûr, c'est que les Français seront prêts. Et puis il faut quand même rappeler qu'ils ont récupéré sans doute la meilleure recrue cette saison, c'est Sean Edwards qui était du côté des Gallois l'an dernier et qui, mieux que personne, connaît à merveille cette équipe galloise. Il a dit qu'il ne célébrerait pas si la France gagnait à Cardiff. Pour vous, Tom, les Français partent pas favoris, les Gallois, faut... Pour moi, vu que ça reste au Millennium Stadium, c'est comme l'équipe du Pays de Galles qui reste favori. Il ne faut pas négliger l'avantage du terrain quand même. Pour cette équipe galloise qui va être revancharde face aux Français après la défaite face à l'Irlande et qui se déplacera à Twickenham 2 semaines après. Je pense qu'ils vont vraiment tout donner sur ce match puisque c'est leur dernière chance. Ils savent que le match face à l'Angleterre ne va pas être simple, donc une défaite face à l'équipe de France à domicile, ça signifie fin de leur tournoi. Et notamment pour les Gallois, le rugby c'est leur fierté au pays, ils ne parlent que rugby. Bien sûr. Voilà, et je pense qu'ils vont tout donner et ça va être très compliqué pour les Bleus ce week-end. Millennium Stadium qui est un stade à part, on peut le fermer. Il pleut samedi à Cardiff, vous êtes dans les chaussures de Fabien Galtier, sachant que c'est l'équipe adverse, l'équipe qui se déplace, qui choisit si le toit doit rester ouvert ou fermé. Vous voulez la pluie ou vous voulez le beau temps? Je pense qu'il vaut mieux le fermer. Les Gallois sont habitués à ce genre de temps. C'est vrai que nous, les Français, on y est. Parce que l'année dernière, les deux qui se sont déplacés, les Irlandais et les Anglais, sur jour de pluie, ont demandé à avoir le toit ouvert, résultat de défaite. Pour l'équipe qui s'est déplacée. Après, les Irlandais aussi ont l'habitude de jouer sous la pluie. Nous, on est plus des joueurs de ballon, on aime bien le faire vivre. C'est vrai que ce serait un avantage de le laisser fermer. Après, on verra bien, peut-être que Fabien Galtier choisira autre chose, surprendra justement les Gallois qui s'attendent peut-être pas à ce qu'on joue avec ce toit fermé. On verra bien. C'était le cas en 2012 quand le Pays de Galles a gagné le Grand Chelem. Saint-André avait demandé le toit ouvert à la surprise générale. Finale, défaite cuisante. Surprise, je suis pas sûr. Au contraire, moi je ne suis pas totalement d'accord avec Anthony, puisque quand on voit que Liam Williams ne jouera sûrement pas. Il n'est pas annoncé dans le groupe en tout cas. On sait qu'avec la pluie, c'est souvent des matchs fermés. Des grosses chandelles et des gros balles en l'air comme à l'ancienne. On va le voir avec le VHS après. Ça peut faire mal, surtout qu'on sait que Boutier il est fort au pied et Penaud il est très bon balle en l'air. Donc ça peut être à l'avantage des Français au contraire. Pour vous, ils doivent jouer au pied ou ils doivent se baser sur des relances? Mais ça dépend si le toit sera ouvert ou fermé. La pluie est annoncée, mais pour moi, l'équipe de France a quand même des flèches derrière. On pense à Teddy Thomas qui n'a pas convaincu en défense, mais qui, on le sait, en une action peut faire tourner l'issue d'une rencontre.
Donc pour moi, si la France joue avec le toit fermé, ça sera plutôt avantageux pour elle, sachant qu'on le sait, dans les trois quarts derrière, côté gallois, il y aura des absences. Donc pour moi, la France aurait raison de demander ce toit fermé. La France qui récupère beaucoup de joueurs. Raka est revenu dans le groupe. Thomas a déçu. Est-ce qu'il faut laisser Thomas ou il faut faire jouer Raka? On laisse Thomas pour le moment. Il a déçu, certes, mais c'est dans la lancée, c'est 2 victoires, on va pas changer l'équipe qui gagne. C'est surtout un match qu'il faut absolument gagner parce qu'on sait qu'une victoire à Cardiff serait primordiale dans la course au titre parce que il resterait une réception de l'Irlande et un déplacement en Écosse qui n'est pas des plus compliqués, même si c'est toujours En compliqué espérant de qu'il n'y jouer ait pas à Murrayfield. de grosses burrasques comme les Anglais Voilà. ont subi à Murrayfield quand même. Donc une victoire des Français leur permettrait d'être en très très bonne position pour aller au bout dans ce tournoi. Donc pour l'instant mitigé, vous ne changez pas votre avis après les merveilleux arguments à droite. Pour moi, c'est 50-50. Pour vous, c'est il y a quand même Anthony, c'est plus 50-50. Vous, c'est catégorique. Je suis d'accord que l'équipe de France a un coup à jouer, mais pour moi, l'avantage du terrain fait tout. On a vu pour le moment peu de victoires à l'extérieur cette année. L'Angleterre, c'était compliqué face à l'Écosse à Murrayfield, mais je reste sur le Pays de Galles. Sur un match, tout est possible, je pense. Et si les Français savent hausser leur niveau de jeu comme contre l'Angleterre, je pense qu'une surprise ne serait pas une surprise, justement. Bon. Ce qui est sûr, c'est que si la France s'impose à Cardiff, elle pourrait véritablement tuer ce tournoi. L'Irlande, c'est pas sûr qu'elle s'impose face à l'Angleterre. Et en revanche, si le Pays de Galles et l'Angleterre s'imposent face au 15 de trèfle et face au 15 de France, on pourrait se retrouver avec 4 équipes quasiment à égalité. Et ça pourrait être l'un des tournois les plus ouverts de l'histoire sur les 2 dernières journées. Une fin de tournoi inédite. Ça fera un très bon week-end, un super Saturday comme ils disent en Angleterre, donc ce serait très Avec ce serait incroyable. 3 matchs à la suite quand même. Oui. Ce sera très Il intéressant. faut aussi penser que ça peut être une sorte de revanche pour les Français par rapport au quart de finale de Coupe du Monde qu'on a aussi. Il y a aussi ce Voilà. goût de revanche, Ce il goût ne de faudra revanche, pas le Il y a négliger. aussi l'ambition, si les Français viennent à s'imposer au Pays de Galles, ils savent très bien que derrière, c'est quasiment fait pour la gagne. Donc il faut qu'ils y aillent avec l'ambition de gagner et de tuer ce tournoi. En tout cas, les deux avaient affiché l'ambition de gagner le Grand Chelem. C'est fini pour le Pays de Galles. Mais la France, bien évidemment, ses cartes à jouer. France-Pays de Galles, Anthony, on va le voir avec vous dans votre chronique. C'est un petit peu une histoire de famille. Marvelous pick up by Ring. Yayan Evans. Evans all the way. Oh, what a blistering run by Evans. That is a magnificent try. Si je vous dis Galtier, Penaud, Ntamak, Roumat, vous pensez sûrement au tournoi Destination 2020. Eh bien non, Anthony nous amène en 1994. On le sait, Gabriel, le rugby est souvent une affaire de famille et ce 19 février 1994, le Pays de Galles reçoit donc l'équipe de France et c'est la première sélection d'Émile Ntamak qui va être associé à Galtier, Penaud, Roumat. Alain Penaud, le papa de Damien C'est ça, Penaud. des noms qu'on connaît bien. Alors malheureusement pour lui, cette première, il va passer un petit peu à travers, il va malheureusement laisser un essai aux Gallois. On peut le voir, il se fait arracher la balle après une magnifique passe après contact de Philippe Sella. Et voilà, il va pas se montrer à son avantage, il va laisser une mauvaise première impression, mais ça ne l'empêchera pas plus tard, 3 mois plus tard, d'accéder à nouveau à ce groupe France et à faire notamment le déplacement en Nouvelle-Zélande, cette fameuse tournée victorieuse en juillet 1994, où les Français vont s'imposer avec notamment ce fameux essai du bout du monde, bien connu de tous, et un essai aussi d'Émile Ntamak. Donc une mauvaise performance d'Émile Ntamak justement, et Alain Penaud, le papa de Damien Penaud, qui était plutôt bon dans son registre. C'est ça, Alain Penaud n'avait pas été sélectionné pour le tournoi 1993, il est rappelé en 1994 et le numéro 10 de Brive va montrer une nouvelle fois l'immensité de son talent, avec notamment de très bons jeux au pied, mais également une magnifique passe. Encore de haut. Encore, Philippe Sella, Ouais. passe à hauteur pour inscrire un des 2 essais français de la rencontre. Et donc on peut voir qu'entre les pères et les fils, les postes ont été échangés. Oui. Puisque Alain Penaud jouait à l'ouverture et Émile Ntamak à l'aile. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est Romain Ntamak assure l'ouverture, tandis que Damien Penaud est lui positionné sur l'aile. Donc là, vous nous parlez de 2 fils. Il y a un troisième qui pourrait démarrer d'ici peu de temps. C'est ça, le capitaine de ce 15 de France ce jour-là, c'est Olivier Roumat, le Dacois, qui va notamment aussi lui aussi inscrire un essai après un magnifique ballon porté.
Bien aidé par Galtier d'ailleurs. Bien aidé par Galtier, et son fils, lui, ne devrait pas tarder à goûter aussi les joies de la sélection nationale. Il a été appelé pour la première fois dans ce rassemblement des 42 pour cette préparation du tournoi 2020 en remplacement de Dylan Cretin. Et donc il ne devrait pas lui aussi tarder à faire les beaux jours du 15 de France. Voilà, c'est la beauté du rugby, un petit peu une histoire de fils d'eux. Et du coup, on peut déjà, alors qu'ils ont fait peu de matchs, faire la comparaison entre père et fils du côté d'Ntamak et Penaud en tout cas. Voilà, c'est ça. Donc pour Émile Ntamak, il a connu sa première sélection en 1994, comme l'a dit Anthony, il avait 24 ans. Romain, lui, c'est beaucoup plus jeune. C'était en février 2019 face au Pays de Galles. Pendant les 6 nations, il avait seulement 19 ans. Le père compte lui 46 sélections entre 94 et 2000 pour 135 points, pendant que le fils, lui, c'est 14 sélections et déjà 74 points. Romain, lui, a été sélectionné chez les jeunes des moins de 20 ans avec 15 sélections, pendant que son père, lui, compte aucune sélection. Et côté Penaud, pour le père, Alain, c'est une première sélection en 92 à 23 ans. 32 sélections entre 92 et 2000 également en même temps que Émile Ntamak. 62 points marqués. Et pour Damien, lui, pareil, c'est une première sélection plus jeune en 2017 face à l'Afrique du Sud avec un premier essai dès sa première sélection. C'est 16 sélections au total pour le moment et 25 points pour l'ailier clermontois. Merci Valentin, merci Anthony pour cette chronique un petit peu familiale. Voilà, les France-Galles sont toujours une petite affaire d'histoire de famille. Et on va se quitter là-dessus, sur ces belles paroles d'Anthony et de toute l'équipe. Merci beaucoup pour cette émission. On se retrouve donc après France-Pays de Galles pour décrypter ce match qui risque de faire beaucoup parler chez certaines maisons. Merci, salut.